Juan-José Dorado, Cuba est actuellement une nation en faillite. Ce sont les mots de Donald Trump. Est-ce qu'il a raison ? Il a en partie raison. C'est vrai que depuis des décennies, Cuba, à cause de l'embargo qui a été mis en place par les États-Unis, a beaucoup souffert. Avec ces dernières mesures, d'autant plus qu'effectivement, le carburant n'est pas là, l'essence n'est pas là, que l'énergie manque. Et donc, effectivement, elle est en crise. Elle est en crise d'autant plus, encore une fois, parce qu'elle vivait de l'aide internationale. Et notamment, il y avait l'aide de l'Espagne, qui a toujours été assez proche des Cuba. Et aujourd'hui, par exemple, il y a à peu près 1 millier d'entreprises espagnoles qui sont installées à Cuba. Et pour la plupart, elles sont obligées de fermer leurs portes et puis de rentrer avec des dettes énormes. Donc, effectivement, Cuba va mal. Et le problème principal, c'est que les pays qui ont toujours aidé Cuba ne peuvent pas le faire autant qu'ils le faisaient auparavant. On évoquait l'aide internationale, Juan-José Dorado, et vous rappeliez que l'Espagne a souvent aidé le Cuba. Elle a proposé de nouveau son aide, mais il y a effectivement ces menaces de Donald Trump de sanctions éventuelles. Est-ce que ça peut dissuader les Espagnols et au-delà les Européens d'ailleurs de venir en aide sur le plan humanitaire à la population ? Alors, ce qui concerne les Espagnols en tant que tels, non, il y a beaucoup de mouvements pro-Cuba pour aider humanitairement Très Cuba. concrètement. Effectivement, sur les terrains, des associations qui travaillent effectivement pour envoyer de l'aide humanitaire. Mais par contre, cette semaine, donc, il y avait le chancelier de Cuba qui était allé à Madrid, qui a rencontré le ministre des Affaires étrangères espagnol, et la réponse espagnole a été: on va mettre en place une aide humanitaire d'à peu près 1 million d'euros, ce qui n'est pas énorme, mais il ne s'agit que de l'aide humanitaire, parce qu'en fait, comme je vous disais, le problème pour l'Espagne, c'est qu'il y a énormément d'entreprises espagnoles là-bas, et donc il faut faire très attention à ne pas les pénaliser par rapport effectivement aux sanctions des États-Unis. Juan-José Dorado, est-ce que ça peut marcher ? Est-ce que cette stratégie d'avoir un allié indéfectible comme Donald Trump, ça peut faire remonter Orban dans les sondages, voire peut-être le faire gagner les élections ? Ça paraît compliqué aujourd'hui au regard des derniers sondages, c'est l'évidence, mais effectivement, peut-être c'est la dernière carte qu'il peut jouer au niveau de ces élections du mois d'avril. Après, la question qu'on va se poser, c'est que nous allons faire, les Européens, derrière justement, devant cette élection. Vous l'avez signalé, il y a un gel d'avoir qui devrait arriver en Hongrie, mais nous, qu'est-ce que nous allons faire, nous, les Européens ? Je ne sais pas. Juan-José Dorado, est-ce que justement en Espagne, on est aussi un peu porté sur ces animaux de pouvoir, ou pas, ça existe d'ailleurs ou pas ? Alors, la Moncloa, le palais où réside le président du gouvernement, les premiers ministres, il y a des chats. Et un citoyen, il y a quelques années, il y a 2 ans, a posé la question qui paye justement les chats, l'alimentation des chats. Et donc, c'est une partie du budget qui est alloué à la Moncloa qui sert à payer justement les chats qui sont dans le bois qui entoure le palais. Mais effectivement, c'est plutôt l'Espagne pays des chiens, puisque tous les premiers ministres depuis belle lurette, depuis la démocratie, ont eu des chiens. Et Pedro Sánchez, l'actuel Premier ministre, a aussi son chien. C'est lui qui apparaît dans les photos. Les chats, on ne les appelle pas, on ne sait pas qui ils sont, mais il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns. En tout cas, c'est les chiens. Juan-José Dorado, en octobre 2024, dans la province de Valence, l'Espagne a connu des épisodes de crues dantesques, exceptionnels, qui ont fait plus de 200 morts, je crois, des milliers de blessés, autant de conséquences dramatiques. Comment vous regardez ce qui se passe en France et quelles leçons vous pouvez peut-être nous apporter aujourd'hui ? Difficile d'apporter des réponses à la France parce que vous avez quand même quelques années de prévention devant l'Espagne. Mais ce qu'il faut reconnaître, c'est que malheureusement, aujourd'hui, nous n'avançons que quand il y a des grosses catastrophes naturelles. Les catastrophes de 2024, qui ont coûté la vie à plus de 230 personnes du côté de Valence, ont fait effectivement au gouvernement de prendre conscience que les grands crues, les grandes pluies, il fallait s'attendre à elles et il fallait prévoir. Il y a eu des décisions depuis, justement. Qu'est-ce qui s'est passé en Espagne depuis ? Il y a des décisions qui ont été prises, effectivement. Déjà, il va falloir... Ils ont revu les plans d'urbanisation. Là, vous avez des photos qui montrent dans quel état était la ville de Paiporta, du côté de l'Espagne. Un peu plus d'1 an après, ce n'est pas encore complètement réparé parce qu'il faut beaucoup investir justement pour éviter dans le futur que ça puisse arriver. Mais c'est vrai que malheureusement aujourd'hui, on a beaucoup investi pour lutter contre le changement climatique, mais en ce qui touche la sécheresse, l'augmentation des températures, mais, les crues, là malheureusement l'urbanisation croissante de toutes les villes espagnoles fait qu'aujourd'hui on est en défaut par rapport à ce qu'il aurait fallu faire. Ces choix de long terme, Juan-José Dorado, ils imposent
par exemple, de modifier l'aménagement du territoire, de déplacer des populations, en tout cas de ne plus construire dans des tas d'endroits dans un pays pour anticiper les risques des catastrophes à venir? On devrait peut-être le faire, mais dans une démocratie où vous avez des élections comme en Espagne tous les 4 ans, vous ne déplacez pas le problème, les villages. c'est les élections. Parce que vous avez des élections, donc il y a toujours d'autres choix. Aussi, et des élections locales, donc c'est très compliqué de le faire. Donc il faut prévoir, l'Espagne a commencé à le faire pour la sécheresse il y a 25 ans, mais c'est vrai que pour les grands crus, les grandes pluies, on ne l'a pas fait et on a construit un peu et n'importe comment, effectivement, comme vous disiez, par rapport au Canada. Et donc faire face à ça, c'est très compliqué. Et pour un politique, quand tu as des élections tous les 4 ans, il vaut mieux pas le faire parce que vous risquez pas d'être élu. Juan José Dorado, en Espagne, on a entendu parler de Gisèle Pellico? Énormément. Un hymne à la vie, un hymne à la vie, c'est le titre, en espagnol, la traduction. Et on a beaucoup parlé du procès en Espagne, notamment la plupart des correspondants sont allés suivre le procès. Il y a même certains qui sont restés pratiquement tout le temps. Hein. Et tout a commencé par cette décision de Gisèle Pellico de refuser le huis clos, justement, pour que la honte change de camp. Cette décision-là, elle a eu un impact aussi à Énorme, d'autant plus que l'Espagne lutte depuis longtemps, depuis 26 ans, contre la violence faite aux femmes. Et donc, même si on est habitué à un certain nombre de cas, c'est vrai que le cas et voir ce jugement et voir cette femme laisser les portes ouvertes pour que tout le monde voit ce qui s'est passé a beaucoup impacté les Espagnols. Donc, un hymne à la vie. Un hymne à la vie, et je pense que ce titre en espagnol va très bien parce que ça nous a beaucoup touchés et espérons qu'effectivement d'autres femmes vont faire pareil dans l'avenir pour éviter au moins ce qui s'est passé aujourd'hui. 2 dessins de Pierre Kroll. Alors, il y a 1 an tout juste, Renaud, sur ce plateau, dans cette émission, j'avais fait ce dessin-ci, que j'aime encore assez. Voilà, qu'est-ce qu'elle a fait, cette madame? Je t'expliquerai un jour. Et si je le reprends aujourd'hui, c'est pas par paresse, c'est parce que, avec ce livre qui sort dans le monde entier, la statue de Gisèle Pellico prend encore une autre dimension. Merci, Pierre.